Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder une question que beaucoup de gens se posent, et notamment ceux qui envisagent, ceux qui veulent créer leur boîte sur Internet ou dans l'économie traditionnelle. Est-ce qu'il est possible de monter une boîte quand on n'a pas beaucoup d'apports personnels? Ou encore, autre question directement liée, combien de capital me faut-il pour pouvoir lancer ma boîte dans de bonnes conditions? Et toutes ces questions sont tout à fait légitimes quand on sait que une bonne partie des porteurs de projets qui veulent monter une entreprise, eh bien la plupart du temps, ils ont de petites économies et ils ont souvent moins de 5 000 € pour pouvoir lancer leur projet. Et vous êtes d'ailleurs peut-être vous-même dans cette situation. Alors dans cette vidéo, eh bien on va répondre à cette question. On va s'interroger sur la faisabilité de pouvoir lancer ou pas une entreprise avec moins de 5 000 €. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est franchement une mauvaise idée? Alors oui, il est tout à fait possible aujourd'hui de lancer en fait une société avec un capital inférieur à 5 000 €, mais ça va dépendre de quoi? Eh bien, ça va dépendre en fait du secteur d'activité dans lequel vous allez vous lancer. Vous avez même d'ailleurs la capacité aujourd'hui de pouvoir lancer des sociétés avec un capital à hauteur de 1 €. Alors, évidemment, vous aurez des problèmes de crédibilité lorsque vous allez aller voir le banquier pour demander une carte de crédit et un chéquier, mais c'est tout à fait normal dans le cadre de la SARL à capital variable. C'est une SARL hybride avec un capital plancher et un capital plafond, et entre les deux, eh bien, le capital va varier. Le seul truc, c'est que si jamais votre entreprise doit s'arrêter, si jamais vous devez faire une cessation d'activité, eh bien là, vous devrez tout simplement libérer la totalité du capital. Donc, tout dépend vraiment du secteur d'activité dans lequel vous allez vous lancer, dans lequel vous comptez vous lancer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si votre activité demande peu d'investissement, eh bien vous n'avez pas de nécessité d'avoir un capital important. Si votre activité n'impose pas de garantie financière particulière, eh bien quel intérêt pour vous de bloquer vos fonds? Aucun. De la même manière, si votre activité n'impose pas des avances de fonds pour financer un stock qui dès le démarrage doit être suffisamment important pour pouvoir répondre à votre clientèle, eh bien là c'est pareil, vous avez absolument aucune raison de bloquer des fonds. Votre activité parallèlement, si elle nécessite pas de fournir des garanties financières à vos fournisseurs, eh bien dans ce cas-là, vous n'avez pas non plus besoin d'un capital important. Alors on retrouve ce type de situation notamment pour ceux qui veulent lancer des magasins de sport ou lancer des magasins franchisés ou des magasins avec par exemple de vêtements avec des marques qui sont très connues. Ces marques-là ne vont accepter de vous livrer la marchandise qu'à partir du moment où elles auront des garanties financières. Surtout au départ. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles veulent être sûres que vous allez tout simplement les payer. Elles n'ont pas envie de se retrouver avec un client qui va planter au bout de 6 mois, tout simplement parce qu'il n'y aura pas suffisamment eu de trésorerie dans les caisses pour pouvoir démarrer. Donc elles veulent tout simplement se protéger, et donc elles vont sélectionner les gens avec lesquels elles vont travailler. Elles vont donner la priorité à des porteurs de projets qui d'emblée eh bien prennent des risques en mettant 50, 60 ou 80 000 € de capital dans leur société. De la même manière que si vous n'avez pas d'activité industrielle, d'activité physique positionnée à l'export, avec tout ce que cela impose, par exemple un bureau local, des relais avec des commerciaux sur place, enfin bref, c'est un autre modèle économique et c'est derrière une logistique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, qui est assez lourd à mettre en place. Bon, si vous vous lancez pas dans ce type de modèle économique, vous n'avez pas besoin, là encore, d'avoir un capital important. Et vous pouvez lancer une boîte avec un capital de moins de 5 000 €, d'autant plus avec des activités qui reposent avant tout sur de l'immatériel. Par exemple, la création et la vente de formations,
la création d'e-books, la vente d'images numériques, tout simplement lancer une boîte, par exemple, avec un modèle économique qui repose principalement sur de l'affiliation. Là encore, vous n'avez pas besoin de beaucoup de capital pour pouvoir lancer votre activité. Ensuite, peu de capital, ça permet également pour vous de limiter tout simplement les risques. Parce que il faut savoir une chose, c'est que dans le cas d'une société, que ce soit par exemple à travers la forme juridique de la SARL, Société à responsabilité limitée, ou de la SAS, Société par action simplifiée, si vous montez ce type de société, vos risques sont limités à vos apports en capital. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes contraint de faire une cessation d'activité ou de vous retrouver tout simplement de vous placer en redressement judiciaire par le biais du tribunal de commerce pour demander éventuellement une liquidation, vous ne perdrez que le montant de vos apports. Donc si vous d'emblée vous lancez une société avec un capital par exemple de 15 000 ou 20 000 euros alors que c'est absolument pas nécessaire, si jamais les affaires se passent pas comme prévu et que au bout d'un an vous êtes obligé d'arrêter votre activité et que vous vous retrouvez par exemple en cessation de paiement, vous perdrez le montant de votre capital. En fait, pour répondre à cette question, à savoir est-ce que je peux monter une boîte avec moins de 5 000 euros de capital, en fait, pour répondre à cette question, il faut se demander quels sont vos besoins de financement. Est-ce que vous lancez votre boîte avec vos fonds personnels, avec vos économies, avec de l'argent éventuellement que la famille vous a prêté ou que les amis vous ont prêté? Il faut d'ailleurs mieux éviter, préférer votre argent personnel. Ça évite les conflits familiaux ou amicaux lorsque ça se passe mal. Donc, en fait, est-ce que, oui ou non, vous êtes en mesure de financer vous-même votre entreprise pour le lancement, ou est-ce que vous avez besoin d'avoir recours à un emprunt? Est-ce que, tout simplement, vous avez besoin de financer votre lancement d'entreprise? Si vous avez un besoin de financement, ce dernier va être financé soit par l'emprunt bancaire, par exemple, ou à travers une caution financière ou une aide financière à travers un organisme comme l'ADI ou d'autres organismes qui aident les entreprises, les porteurs de projets à pouvoir se lancer. Dans ce cas-là, vous êtes confronté à un problème aussi de crédibilité. Il est bien évident que on va étudier avec beaucoup plus de confiance un dossier d'une personne qui d'emblée est en mesure de bien démontrer qu'il lui-même prend des risques, parce que vous pouvez pas demander à des tiers, que ce soit un banquier, que ce soit un organisme de financement ou d'autres sources de financement, de prendre des risques si vous-même vous n'êtes pas en mesure de vous impliquer à travers le capital dans une prise de risque personnelle. L'autre élément aussi, c'est la crédibilité financière. À partir du moment où, selon votre type d'activité, selon la nature de l'activité dans laquelle vous souhaitez vous lancer, si vous avez un capital qui est sous-dimensionné, c'est qui est considéré comme étant insuffisant par rapport aux actifs, c'est nécessaire pour pouvoir se lancer. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez besoin d'acheter de machines pour pouvoir vous lancer, si vous avez besoin d'acheter un fonds de commerce qui coûte peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, si vous avez besoin d'acheter des présentoirs, si vous lancez un magasin par exemple, je sais pas moi, de fringues ou d'accessoires pour mobile ou d'accessoires informatiques, il est bien évident que si vous avez un capital qui est sous-dimensionné, votre projet perd en crédibilité, parce que déjà d'emblée vous n'avez pas été capable de bien évaluer le montant du capital de votre financement pour pouvoir vous lancer. Or, quand on recherche des financements, la crédibilité c'est très important. Elle va se jouer à la fois sur l'expérience du porteur de projet, son expertise dans un domaine, la nature des produits, éventuellement des prototypes qui ont été développés, mais ça repose également sur le montage financier, et ça repose aussi d'emblée sur la solidité financière
de l'entreprise que l'on envisage de créer. Donc, oui, il est tout à fait possible de créer une société avec un capital de moins de 5 000 euros, mais vous devez en même temps avoir bien à l'esprit de rester crédible quant à votre solvabilité. Alors, quand on parle de crédibilité, c'est crédibilité par rapport à qui? Eh bien, par rapport, je dirais, à tout un tas de partenaires avec lesquels vous allez travailler. Et le premier partenaire avec lequel vous allez forcément bosser, qui est incontournable, c'est la banque. Et ça, c'est un point qui est important, qu'on a tendance à sous-estimer quand on monte une boîte. On se dit, bon, moi, j'ai pas besoin d'emprunt, j'ai pas besoin de compte tenu de mon type d'activité. Voilà, je vais faire des formations, je vais vendre des formations, je vais faire de l'affiliation, j'ai pas besoin d'un gros capital, et donc bah ça me pose pas de problème. Sauf que quand vous allez aller voir le banquier, et vous allez forcément aller le voir pour l'ouverture d'un compte bancaire, indispensable à votre activité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous avez besoin par exemple d'une carte bancaire pour faire un certain nombre d'achats. Ne serait-ce que pour acheter un nom de domaine, acheter un hébergement par exemple. Vous allez aussi avoir tout un tas de fournitures diverses, du papier, une imprimante, des cartouches, enfin tout ce qui fait partie, je dirais, de la vie classique et quotidienne d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Vous allez aussi sans doute demander un chéquier, même si on l'utilise de moins en moins. Dans beaucoup de cas, vous allez encore utiliser le chéquier. Alors je vous l'accorde, c'est vrai, c'est de plus en plus rare, mais bon, parfois c'est nécessaire d'avoir un chéquier. Donc pour avoir tout ça, pour avoir ces moyens de paiement, vous allez devoir ouvrir un compte bancaire dans une banque. Il faut pas croire que le banquier va forcément vous recevoir les bras ouverts, tout simplement parce que vous lui demandez pas d'emprunt et que finalement pour lui il n'y a aucun risque. Eh bien si, lui va considérer qu'il y a potentiellement un risque si votre entreprise n'a quasiment pas de capital, parce qu'il sait très bien qu'il y a peu de chances que vous arriviez à passer l'année ou à passer les 3 premières années, et que dans ces conditions-là, si il vous met à disposition des moyens de paiement, il n'a pas envie de se retrouver avec une défaillance, il n'a pas envie de se retrouver avec un client qui se met à émettre des chèques sans provision. Enfin bon, vous voyez un peu le schéma. Et le premier critère de crédibilité pour un banquier, c'est le capital. Tout simplement parce que si le capital est sous-évalué ou trop faible, eh bien, dans son esprit, pour lui, c'est assez simple. Hein. Vous savez, un banquier, je vais pas dire que c'est un raisonnement binaire, mais presque. Hein. Pas assez de capital, c'est-à-dire risque potentiel d'incident de paiement à terme, risque d'insolvabilité, et donc risque de mise en cessation de paiement et avec la liquidation derrière. Lui, le banquier, il est là pour faire son job. Alors après, on n'accepte pas cette logique-là. Libre à vous de ne pas l'accepter, et je le comprends bien volontiers. Moi, je peux vous dire que c'est pareil quand j'ai monté ma boîte il y a 10 ans. C'est le genre de choses qui m'agaçaient et qui m'agacent toujours d'ailleurs, parce qu'au final, on met sur la table, même si c'est moins de 5 000 euros, 5 000 euros, c'est de l'argent, c'est quand même pas rien. Et quand on voit un banquier faire la fine bouche, ou pas forcément vous prendre très au sérieux lorsque vous parlez d'activité numérique ou de création et de vente de formation, et quand vous commencez à lui parler d'affiliation, bon, franchement, il capte pas beaucoup, parce que la très grande majorité de ses clients, c'est le charcutier, le boucher ou l'entreprise traditionnelle, la petite PME industrielle. Donc forcément, vous arrivez avec votre projet d'activité sur le web, vous êtes c'est un peu comme si vous arriviez de la planète Mars, quoi. Donc le job du banquier, c'est d'évaluer le risque que vous représentez avant même d'estimer le potentiel commercial que vous représentez. Alors, autre facteur également de crédibilité, c'est vis-à-vis de vos fournisseurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez vous retrouver en début d'activité, et en début d'activité, ils vous connaissent pas, ils savent pas ce que vous valez, ils savent pas si vous êtes quelqu'un de sérieux, ils savent pas si économiquement vous êtes crédible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous êtes dans l'achat-vente, par exemple, de produits, la plupart de vos fournisseurs vont vous demander ce qu'on appelle un paiement au cul du camion. C'est-à-dire en fait un paiement comptant,
avant tout départ de marchandises des entrepôts de votre fournisseur. Donc là encore, si vous êtes en mesure, pour ce type d'activité, de présenter un capital qui est quand même conséquent, eh bien c'est sûr que ça va le rassurer, et donc il va être, je dirais, un petit peu moins freiné pour valider en fait la livraison des marchandises et éventuellement de vous offrir un délai de paiement à 60 jours dès le départ. Dans la très grande majorité des cas, c'est paiement au cul du camion. Mais après tout dépend, ça marche aussi beaucoup au feeling, hein. C'est pour ça qu'il faut également rencontrer les gens, discuter avec eux. Et généralement, vous savez, les fournisseurs, quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont professionnels dans leur métier, ils estiment assez vite le potentiel d'une relation, ils estiment assez vite le sérieux ou pas d'une personne. Même si là encore, c'est pas une science exacte, et que le risque zéro n'existe pas. Dans la même logique, le problème de crédibilité qui est lié tout simplement à l'importance de votre capital, il va apparaître dans toutes vos relations avec tous vos partenaires, quels qu'ils soient. Là, on a parlé des fournisseurs, on a parlé des banquiers, mais tous les autres partenaires avec lesquels vous allez être en relation d'affaires, eh bien, ce problème de crédibilité va se poser. Et c'est valable également même pour les clients. Le client, avant de signer un contrat, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller se renseigner directement sur vous. Il va chercher à savoir si vous êtes bien immatriculé, si vous existez bien, si vous n'êtes pas une entreprise fantôme. Ça, c'est quand même le minimum. Et puis, il va prendre quelques informations sur la date, depuis combien de temps vous existez, le montant de votre capital. Est-ce qu'il y a eu déjà des incidents de paiement? Parce que ça peut figurer également au greffe. Bref. Il va prendre un maximum d'informations économiques tout simplement sur votre société pour savoir si oui ou non vous êtes crédible. Si vous avez un capital, compte tenu de votre secteur d'activité qui est conséquent ou tout au moins rassurant, suffisant, bon, eh bien il va se dire ok, il est lancé depuis 3 mois, 6 mois, mais bon, il a quand même un capital de 40, 50 000 euros. Bon, c'est quand même, c'est pas une société simplement avec 5 000 euros, donc c'est crédible. Alors comme vous pouvez le voir, la crédibilité dans le cadre d'une création d'entreprise, ce n'est pas seulement votre compétence, ce n'est pas simplement votre capacité à pouvoir estimer le marché de niche sur lequel vous allez vous positionner, ça va être aussi votre capital et sa dimension, son importance par rapport au type d'activité et le type de secteur dans lequel vous allez vous lancer. En effet, si vous êtes dans un secteur très capitalistique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un secteur en économie très capitalistique, c'est un secteur dans lequel vous allez avoir beaucoup d'investissements. Par exemple industriels, avec des machines, des terrains, des bâtiments, machin, truc. Ou un secteur qui va déjà nécessiter des apports de fonds conséquents, rien que pour pouvoir accéder à un local commercial. Vous allez avoir un droit au bail, vous allez avoir des charges fixes, ce qu'on appelle des charges de structure, vous allez avoir un bail, vous allez avoir un loyer tous les mois à payer. Bon, bref, des activités qui demandent comme ça, qui exigent des charges de structure relativement conséquentes, il faut derrière être capable de pouvoir les couvrir. Donc le capital fait partie du noyau dur de votre crédibilité par rapport à des tiers que sont un propriétaire de local, que sont un banquier, que sont un fournisseur, que sont des clients, etc., etc. A contrario, si vous avez un secteur d'activité, notamment dans le domaine du numérique, mais là encore, il y a parfois des idées préconçues. Il faut savoir de quoi on parle quand il s'agit du numérique, parce que il y a également, je dirais, dans le numérique, des investissements parfois très lourds. Tout dépend du cœur de métier que l'on a. Mais si vous êtes un créateur de formation, un créateur de contenu, si vous faites de la création numérique, vous faites de la vente de photos sur Internet, enfin bref, toutes ces activités-là demandent peu de capital financier, puisque c'est principalement de la conception, de l'invention, de la création, de la matière grise. Donc là, effectivement, vous serez plus à l'aise avec un capital inférieur à 5 000 euros. Alors, parallèlement, élément aussi important dans le cadre d'une création d'entreprise, d'une création d'activité avec un petit budget,
c'est le choix du statut que vous allez devoir faire. Là encore, selon le type d'activité que vous allez avoir, eh bien vous allez avoir des statuts qui vont être plus ou moins adaptés. Retenez que dans la majorité des cas, ce qui est très important, c'est la souplesse. Préférez toujours des modèles de statut qui vous offrent la souplesse pour créer votre activité, mais également de la souplesse en termes de fonctionnement. Selon le type d'activité, selon l'importance de votre activité, très franchement, ça sert à rien d'avoir une usine à gaz pour allumer une bougie. Donc ça veut dire que selon votre type d'activité, selon ce que vous allez faire, eh bien vous allez opter de préférence pour certains statuts, alors que parallèlement vous allez plutôt évincer un certain nombre d'autres statuts d'entreprise, de formes juridiques d'entreprise par exemple, qui vont être trop lourds en termes de fonctionnement et qui vont être totalement disproportionnés par rapport à la nature de votre activité. Si par exemple vous voulez lancer un magasin de textile, vente de je sais pas moi, d'affaires, de fringues de prêt-à-porter, le statut d'auto-entrepreneur va pas franchement être adapté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous suivre avec ce type de statut. Là encore, pour une question de crédibilité, pour une question de solidité financière. A contrario, si vous vous lancez dans une activité dite numérique, c'est-à-dire sur le web pour faire de l'affiliation, faire de la vente, de formation, etc. Eh bien, le statut d'auto-entrepreneur va très bien s'adapter, s'adapter à votre type d'activité, parce que ça va être un statut qui va offrir de la simplicité en termes de fonctionnement, de la souplesse également. Vous pouvez démarrer très rapidement, vous pouvez vous arrêter également très facilement et très rapidement, et ça va à chaque fois, que ce soit dans le cadre d'un démarrage ou d'un arrêt, ça va mobiliser très peu, là encore, d'argent. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, créer une société, ça coûte de l'argent, et fermer une société, ça coûte également de l'argent. Les gagnants, de toute façon, que ce soit à la création comme à la clôture d'une entreprise, c'est toujours l'État, ça c'est clair, parce que là encore, il y a des frais, à la création, comme il y a des frais à la cessation d'activité. Bon, c'est vrai que les frais au niveau maintenant des créations d'entreprises, alors je parle bien sûr de la législation en France, si vous voulez monter une boîte à Malte, à Hong Kong ou je ne sais où, là évidemment, vous serez peut-être pas concerné par ce que je suis en train de dire, mais là, je dirais qu'on raisonne, et les informations que je donne, c'est par rapport à une configuration où vous voulez monter votre entreprise donc en France. Le statut d'auto-entrepreneur est assez adapté pour monter une activité de business en ligne. Et il faut le prendre d'ailleurs non pas comme une fin en soi, mais comme un statut de transition. Alors c'est un statut qui est quand même assez flexible, et c'est tout l'intérêt en fait de ce statut, c'est de pouvoir démarrer facilement dans de bonnes conditions. Par contre, il faut faire quand même attention à un certain nombre de choses, à savoir les dépassements de chiffre d'affaires, parce que là, autant vous avez des exonérations, enfin c'est pas des exonérations, c'est plutôt des taux de cotisation sociale, je vais y arriver, des taux de cotisation sociale qui sont forfaitaires selon le montant de votre chiffre d'affaires, mais à partir du moment où vous dépassez les seuils, eh bien vous allez payer des taux de cotisation qui vont pas être les mêmes, et donc en fait le rappel de cotisation ça peut faire très très mal, et c'est en ce sens qu'on trouve d'ailleurs sur le web un certain nombre de critiques, d'ailleurs plus ou moins fondées sur ce statut-là. Moi je trouve que c'est un statut qui est plutôt pas mal pour pouvoir démarrer, même s'il y a eu un certain nombre d'aménagements qui l'ont rendu un petit peu moins attrayant, parce que le problème du statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'il faisait concurrence, il posait un certain nombre de problèmes en termes de concurrence par rapport à certains types d'activités, notamment dans le BTP, où vous aviez des gars qui se lançaient, là encore, avec un auto-entrepreneur, avec quasiment pas de capital, et qui ont laissé sur le carreau des fournisseurs, qui ont laissé sur le carreau également des clients avec des paiements d'acompte, et puis des travaux par exemple qui n'étaient pas exécutés derrière, ou qui étaient mal faits. Des gens qui exerçaient par exemple sans avoir de garantie quant à la décennale. Donc ça peut poser un certain nombre de problèmes quand ça touche des secteurs d'activité où la sécurité est en cause, et lorsque la sécurité des biens et des personnes sont quand même importants.
Et là encore, si vous voulez vous lancer dans une activité web, moi je trouve que c'est très bien adapté pour pouvoir se lancer. Alors après, vous avez également d'autres statuts comme le portage salarial, c'est encore autre chose. Là encore, ça peut être intéressant, notamment pour les métiers de conseil. Vous avez également la coopérative d'activité, qui est une forme de statut également qui est assez particulier, mais qui présente aussi un certain nombre d'avantages. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que là sinon la vidéo va durer 3 heures. On aura l'occasion à travers d'autres tutos que je ferai sur justement ces différentes formes de statut. On aura l'occasion d'aller beaucoup plus loin et de voir les avantages et les inconvénients selon le type d'activité que vous aurez éventuellement en ligne de mire pour pouvoir vous lancer. Par contre, vous avez d'autres formes classiques de société qui, comme la SARL ou la SAS, qui vont être beaucoup plus coûteux, qui vont être plus lourds en fonctionnement. Il faudra faire approuver vos comptes annuels par le biais d'une assemblée générale une fois par an. Il y a des délais pour pouvoir convoquer l'assemblée générale. Vous avez également l'histoire des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Si par exemple vous voulez toucher justement au capital, si vous voulez faire un certain nombre de choses, bon, vous aurez besoin d'une majorité dite au quorum. Donc, enfin bref, tout ça c'est assez lourd. Alors, c'est pas infaisable, hein, simplement quand on démarre une activité, évidemment on a en tête le fait qu'elle marche. J'espère pour vous que si vous vous lancez, bien sûr, elle marchera. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, bien évidemment. À partir du moment où vous étudiez bien votre truc et que vous vous préparez à lancer de manière sérieuse votre activité, bon là encore, on aura l'occasion ensemble de passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans des bonnes conditions et pour arriver à suivre correctement son activité. Mais en tout cas, là, tous les statuts classiques de société, SAS, SARL, c'est peut-être un petit peu disproportionné pour pouvoir lancer une activité sur le web, sauf si vous l'avez déjà bien testé avant avec, je dirais, des chiffres probants. Et ça veut dire que bon, d'emblée vous étiez plus ou moins dans la légalité, ou alors vous aviez un statut d'auto-entrepreneur et que vous êtes sur le point eh bien de faire exploser le chiffre d'affaires. Donc dans ce cas-là, vous allez basculer sur un statut de société. Alors SARL, SAS, bon là encore, on aura aussi l'occasion d'y revenir parce que aujourd'hui, il y a énormément de cabinets comptables qui, je dirais, conseillent aux entrepreneurs de se lancer en SAS plutôt qu'en SARL pour différentes raisons. Bon, on aura l'occasion d'y revenir parce que les choses sont pas si simples que ça. Mais en tout cas, sachez que ce sont des statuts qui sont quand même beaucoup plus contraignants en termes de fonctionnement. Et donc, bon, ça sert peut-être à rien au départ de rentrer d'emblée dans la complexité. Et puis il y a un autre élément que j'allais oublier quand même, c'est la tenue de la comptabilité. Lorsque vous créez une SAS et une société, enfin de type SARL, vous avez quand même des obligations en matière de comptabilité qui sont pas du tout les mêmes que lorsque vous avez le statut d'auto-entrepreneur où c'est une comptabilité vraiment dite simplifiée. Donc là, c'est sûr que si vous créez une SARL, vous avez jamais fait de comptabilité de votre vie. Bon, là encore, c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour être capable de tenir une comptabilité. Mais là encore, c'est comme tout, il faut se former. Si vous avez jamais tenu de comptabilité, ben, il faudra vous former. Et puis au départ, je pense que vous avez autre chose à faire que de devenir votre propre comptable. Donc vous serez obligé de passer par le biais, je dirais, d'un cabinet comptable pour pouvoir au moins être sûr que la constitution de la société se fasse correctement et que surtout votre comptabilité et que les échéances à la fois en matière fiscale et en matière sociale soient correctement faites et dans les temps, parce que sinon eh bien, les impôts, les organismes sociaux vont vous tomber dessus, et si vous êtes indépendant, vous allez dépendre du RSI. Et bon, j'ai rien pour ma part contre le RSI, hein, j'ai jamais eu de problème avec eux et j'ai pas trop à m'en plaindre. Mais si vous faites quelques recherches sur le web, vous verrez que dans certaines régions, c'est pas triste. Et c'est vrai que les modes de fonctionnement et les méthodes aussi
de fonctionnement du RSI laisse quand même à désirer. Ça n'a jamais en fait correctement fonctionné, même s'il y a eu, c'est vrai, depuis un an ou deux quand même de sacrées améliorations. Mais là encore, ça dépend des régions dans lesquelles vous allez vous trouver. Bref, si vous voulez démarrer une activité sur le web, moi je vous recommande plutôt de démarrer en auto-entrepreneur, vous cassez pas la tête, ça vous permettra tout au moins dans un premier temps de tester votre activité. Par contre, il faudra quand même bien vous informer sur les autres statuts, parce que à un moment ou un autre, et je l'espère pour vous parce que ce serait plutôt bon signe, ça veut dire que votre activité fonctionne bien, que ça tourne bien, à un moment ou un autre, vous serez obligé de migrer vers une autre forme de statut, SARL ou SAS. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion ensemble de revoir tout ça en détail dans d'autres vidéos. Alors maintenant que l'on sait que l'on peut parfaitement créer une société avec moins de 5 000 € en poche, eh bien maintenant nous allons devoir nous interroger sur ce qu'il faut faire avant de se lancer pour réussir votre projet. Alors comme vous pouvez le voir, créer une entreprise, c'est simple sur le papier et c'est simple quand on regarde une vidéo, mais que dans la réalité, c'est quand même un peu, ça fait quand même un peu parcours du combattant, mais en même temps, rien n'est insurmontable et là encore, ça peut être peut-être un peu impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais créé de société de sa vie ou créé d'entreprise de sa vie ou créé d'activité de sa vie, et c'est tout à fait normal. Parce que voilà, vous n'avez pas toutes les connaissances encore à votre actif, mais ça va venir. Mais il y a absolument au final rien de compliqué. Avec du recul, vous verrez que voilà, il y a rien de voilà. Simplement, il faut bien se renseigner dès le départ. Il faut bien partir dès le départ pour éviter les situations compliquées. Parce que quand ça commence à partir un petit peu, entre guillemets, en sucette avec l'administration, notamment les impôts, les organismes sociaux, ou je ne sais quoi, quand ça part mal dès le départ, après, pour récupérer le coup, alors c'est toujours possible, bien évidemment, mais parfois, ça peut être un petit peu compliqué. En tout cas, tout ça, ça prend du temps, et vous n'avez pas de temps à consacrer à résoudre ce type de problème, donc la meilleure manière d'éviter d'avoir des problèmes, c'est de les anticiper. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un bon facteur de bonne gestion. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire avant de se lancer? Eh bien, il faut commencer par bien évaluer vos besoins de démarrage avant de vous lancer. Vous allez me dire, ça me paraît franchement évident. Ouais, oui, mais les choses évidentes sont pas forcément celles qui sont les plus couramment effectuées. Et c'est bien pour ça que certaines personnes ont pas mal de soucis justement quand ils se lancent, parce que ils se sont pas forcément posé les bonnes questions, ils ont pas forcément fait un plan détaillé de ce qu'il y avait à faire pour se lancer. Ils se lancent comme ça un petit peu avec la fleur au bout du fusil, et forcément, eh bien parfois ça se termine pas toujours très bien. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, la première chose à faire, c'est de commencer par avoir de la méthode, et donc ça suppose de commencer par être capable de chiffrer son projet de lancement. Ça, c'est vraiment la première chose que vous avez à faire. Alors, comment on fait ça? Eh bien, là encore, il n'y a absolument rien de compliqué. Tout le monde est capable de faire ça. Vous êtes capable de faire ça. Certaines personnes peuvent s'en faire tout un monde, et croyez-moi, il n'y a absolument rien de difficile à faire ça. La première chose à faire, eh bien, c'est de commencer par faire la somme de toutes les dépenses qui vont être indispensables pour pouvoir lancer votre entreprise, et ceci avant même les premières recettes enregistrées. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce que vous allez engager des frais dès le départ de votre activité, avant même que vous fassiez vos premières ventes, avant même que l'argent commence à couler à flot dans les caisses, j'espère. Enfin, en tout cas, il faut se mettre dans cette configuration d'esprit-là. Donc concrètement, vous allez engager des frais et eh bien vous allez avoir des sorties et très peu d'entrées au départ, parce que les premières ventes, eh bien parfois elles n'interviennent que 2 ou 3 mois. Là encore, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de votre produit, de type de service que vous proposez. Enfin, c'est pas une loi en soi, mais bon, c'est une configuration, on va dire, qui est classique. On engage des frais, quand on crée une société, on dépense de l'argent avant même de commencer à en gagner. Donc pour l'instant-là, on dépense de l'argent, mais il va quand même falloir tenir. Et donc, eh bien derrière, pour tenir, il faut
il faut faut prévoir, hein. Il faut prévoir, il faut avoir de l'argent dans les caisses pour être capable de faire face à tous ces frais de démarrage, ces frais de lancement. Donc toutes ces dépenses, il faut les financer. Donc derrière, vous allez avoir un besoin de financement. Et donc ça veut dire que la somme de toutes ces dépenses que vous allez engager, cette somme va vous donner un montant, et ce montant va déterminer l'argent à mobiliser, l'argent qu'il vous faudra pour pouvoir démarrer votre projet dans des bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est important quand on crée une entreprise, parce que là encore, un entrepreneur, c'est aussi un gestionnaire, et c'est peut-être d'abord d'ailleurs un gestionnaire. Et donc il doit être serein. Il faut éviter dans la mesure du possible ce type de stress, parce que quand on est stressé par le manque de fonds, ou qu'on s'aperçoit qu'on a mal prévu son truc, on voit l'argent sortir du compte en banque, peu de recettes rentrer pour compenser, ça crée des tensions. C'est quand même des situations qui peuvent parfois être un peu stressantes. Alors, dans la mesure du possible, quand on peut l'éviter, c'est plutôt une bonne chose. Alors, comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser un tableur de type Excel ou OpenOffice. Je vous recommande d'ailleurs OpenOffice parce que c'est gratuit et c'est ni plus ni moins le pack Office Microsoft, et ça fonctionne très très bien. Vous prenez votre tableur, et puis dans une colonne, vous mettez les libellés qui correspondent au type de dépenses que vous allez avoir, et puis dans la colonne d'à côté, vous mettez tous les montants, toutes les sommes que vous prévoyez d'avoir à dépenser pour le lancement, et ceci quelle que soit l'importance du montant. J'insiste bien là-dessus. Ça peut paraître un peu comptabilité, je dirais, d'apothicaire, mais faut vraiment lister toutes les sommes dans leurs détails. Ne faites d'impasse sur rien du tout. Même si c'est 10 euros, vous mettez 10 euros, c'est pas grave. Parce que 10 euros, plus 10 euros, plus 20 euros, plus 5 euros, quand on fait les additions, on se retrouve avec des montants qui sont quand même, qui peuvent être significatifs lorsque on lance sa boîte, une activité, qu'elle soit en ligne ou pas. Alors on a vu ensemble qu'on pouvait effectivement créer une société avec un capital de moins de 5 000 euros en main. On a vu également ce qu'il fallait faire avant de se lancer, notamment bien évaluer en fait votre besoin de financement au démarrage. Et bien maintenant, on va se demander si concrètement on est en capacité de pouvoir créer une entreprise commerciale avec moins de 5 000 euros. Alors j'entends par entreprise commerciale une entreprise qui fait de l'achat et de la vente, de l'achat et de la revente de produits. Ou est-ce que c'est préférable de créer une société artisanale ou une entreprise artisanale, avec moins de 5 000 euros en poche? Alors avec moins de 5 000 euros en poche, créer une société, une entreprise commerciale, ça va présenter un certain nombre de difficultés. Alors pourquoi? Parce que en fait tout va être fonction de votre positionnement. Là encore, est-ce que vous allez avoir un positionnement internet ou un positionnement dans le commerce traditionnel? Si vous avez un positionnement internet, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ça demande quand même là encore du capital, parce que vous allez avoir un certain nombre d'investissements à faire. Alors vous allez avoir peut-être un entrepôt à louer. Alors après, évidemment, tout dépend de la dimension du business que vous lancez. Mais dans tous les cas, si vous faites de l'achat et de la vente de produits à travers une boutique Shopify ou autre, de toute façon, il va falloir stocker ces produits. Vous allez les réceptionner et il va falloir ensuite les expédier. Alors même si vous bossez sur la marketplace Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce ou d'autres, à un moment donné, vous serez obligé de réceptionner vos produits, contrôler la réception des produits et stocker ces derniers avant de les expédier vers les différentes plateformes des places de marché. Alors donc là encore c'est pareil, il va falloir de l'argent en caisse pour pouvoir financer tous ces achats, et vous n'allez pas forcément les faire sortir du stock tout de suite, vous n'allez pas forcément immédiatement faire des ventes. Alors
Après, il y a des solutions pour pouvoir pallier à ce type d'inconvénients. C'est notamment le cas du dropshipping, où là, le grand avantage, c'est que c'est votre fournisseur qui va se charger de stocker les produits et de les expédier. Mais par contre, eh bien, c'est comme dans pas mal de domaines, il y a quand même un temps d'apprentissage. Déjà, il va falloir sélectionner les bons fournisseurs, hein, parce que si le fournisseur il est pas réglo avec vous, ça va poser des problèmes. S'il est pas réglo avec vos clients, c'est-à-dire qu'en fait, il commande quelque chose mais il expédie autre chose, ou que la qualité n'est pas au rendez-vous, eh bien, c'est directement votre image de marque qui va en pâtir. Donc, bah forcément, en plus quand vous démarrez, alors là, c'est clair que c'est pas bon du tout. Et en plus, si vous avez, vous savez bien comment ça se passe, hein, quand ça se passe mal avec une entreprise pour un client, eh bien, ce dernier va en parler à 7 ou 8. Quand ça se passe bien, il en parle beaucoup moins. Donc, si dès le départ vous faites le choix du mauvais fournisseur en dropshipping, ça risque d'être chaud quand même, hein. Donc là encore, le dropshipping permet de résoudre le problème du stock. Ça va permettre de résoudre le problème de l'achat et donc des marchandises et donc de l'avance de trésorerie à faire. Mais derrière, il va quand même falloir consacrer du temps pour pouvoir éventuellement rencontrer les fournisseurs de dropshipping, également évaluer leur solidité financière, évaluer leur capacité à pouvoir répondre en fait à vos besoins, et puis également à la capacité à pouvoir traiter les commandes qui seront faites par le biais de votre boutique. Mais en dehors de ça, vous allez avoir aussi, dans le cadre d'une activité commerciale avec une boutique, avec un site internet, vous allez aussi avoir eh bien des frais publicitaires, des frais publicitaires Facebook, Google avec donc AdWords ou Bing avec AdCenter, parce que de toute façon, au départ, eh bien vous serez pas référencé du tout. Il va falloir travailler sur le SEO, ça coûte également de l'argent. Si vous optez pour une boutique Shopify, bon, très vite il va falloir basculer sur un autre forfait parce que ça va plus correspondre à votre besoin. Donc vous allez avoir des frais mensuels. Si vous n'optez pas de toute façon pour une boutique Shopify, chose que je ne vous conseille pas, après bon, c'est à vous de voir et tout dépend bien sûr de votre business model, mais si vous voulez concevoir votre propre boutique, eh bien vous allez avoir des frais de développement, vous allez avoir des frais d'hébergement, vous allez au début, si vous êtes un très très bon en matière de SEO, en matière de référencement, bon, pas de problème, déjà vous allez faire des économies. Mais tout faire soi-même, c'est pas non plus forcément la bonne stratégie. C'est d'ailleurs souvent l'erreur qu'on fait dès le départ. On veut tout faire soi-même parce qu'on veut essayer de minimiser vraiment les frais au maximum. Sauf que au bout d'un moment, on peut très vite se retrouver la tête sous l'eau et de pas pouvoir suivre. Donc c'est à partir de ce moment-là que les problèmes peuvent commencer à apparaître. Donc il faut savoir aussi entre guillemets déléguer ou transférer à des prestataires un certain nombre de services, sauf que là encore il faut faire le bon choix, parce que sinon si vous prenez pas votre temps, si vous étudiez pas véritablement bien les partenaires avec lesquels vous allez travailler, eh bien vous risquez de vous retrouver avec des problèmes, et au final vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre également du temps. Donc c'est vrai que c'est important aussi de vous former, ça j'aurai l'occasion d'y revenir, mais ne voyez pas la formation comme une dépense. La formation, c'est surtout pas une dépense, c'est un investissement. Et si vous voulez lancer un business sur le web, ça c'est clair qu'il va falloir vous former, parce que c'est la clé en partie du succès. Et c'est une grosse partie du succès, parce que tout bouge très très vite sur le web. Les stratégies, les techniques qui marchaient il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, eh bien aujourd'hui elles sont mortes, ou pas totalement mortes, mais en tout cas elles fonctionnent beaucoup moins bien. Et donc il faut être toujours au top du top en matière de web marketing pour être en mesure de pouvoir augmenter son audience, être en mesure de développer de nouvelles niches, être en mesure également de créer des nouveaux produits, de faire entrer de nouveaux produits dans la boutique, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors, tout est possible, tout est faisable. Il y a aucune raison que vous soyez pas en mesure de le faire.
Pour ma part, je l'ai fait alors que je suis pas issu de la filière web marketing et marketing internet ou marketing tout court. Hein. Donc, moi, je suis plutôt issu de la filière comptabilité et gestion des entreprises. Et ça m'a pas empêché d'apprendre. Simplement, je dirais la base de tout ça et le cœur d'ailleurs de tout ça, c'est la passion. Si vous avez la passion, vous avez la motivation. Vous savez, quand on se lance dans un projet de business, que ce soit sur Internet ou ailleurs d'ailleurs, hein, il faut être un peu fada. Hein, et je crois que les passionnés sont toujours les plus grands fadas, et c'est une très bonne chose parce qu'il faut une part de folie dans la création d'entreprise. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que même si vous lancez une activité avec une boutique en ligne sur Internet, vous allez avoir des frais. Vous aurez alors c'est sûr que vous n'aurez pas le droit au bail à payer, vous n'aurez pas les loyers mensuels à payer pour le magasin, etc., etc. Vous aurez d'autres frais, beaucoup moins importants, mais vous aurez quand même des frais. Et donc, bah là encore, moins de 5 000 €, ça risque d'être difficile. C'est pas impossible. Je vais pas vous dire que c'est impossible. Certains ont réussi à le faire. Mais là c'est pareil, ceux que vous voyez dans des vidéos sur le web qui vous disent que oui, c'est facile de monter sa boutique, patati patata, bon ils sont bien gentils, sauf que ils disent pas toute la vérité non plus. À savoir que avant véritablement de se lancer légalement, ils ont testé pendant quelques mois, voire même parfois une année entière. Avant de se lancer, parce que bon bah voilà, ils ont voulu tester, ils ont des chiffres, ils sont sûrs de leur coup parce que voilà, ils ont des stratégies qui marchent parce qu'ils les ont testées, et à partir de là, bon bah ça roule. Mais tout ça pour dire qu'il faut quand même, il faut du temps, il faut être patient. Et quand on se lance, quand on lance une activité comme ça, que ce soit sur en ligne ou ailleurs, mais d'autant plus en ligne, il faut accepter le fait que eh bien ça va pas forcément démarrer en trombe dès le départ. Il va falloir faire votre apprentissage et vous allez avoir des actes manqués. Et c'est certainement d'ailleurs ce que certains appellent les erreurs, moi j'appelle ça les actes manqués, eh bien c'est certainement votre meilleure école de commerce, parce que là vous êtes sur le terrain des opérations et c'est du concret, c'est du vécu, et tous les obstacles que vous allez avoir à dépasser, eh bien tout ça c'est formateur. Donc là, je vous le rappelle, hein, on est dans une configuration, à savoir une configuration d'entreprise commerciale, achat-vente de produits, et on se demande si, en se positionnant sur le web, un capital de moins de 5 000 €, c'est possible ou pas. Je dis, c'est pas infaisable, c'est pas impossible, ça risque d'être un peu juste. Après, vous avez des solutions intermédiaires comme celle du dropshipping. Vous pouvez démarrer en dropshipping. Mais tenez bien compte de tout ce que je vous ai dit avant, parce que vous avez quand même un phénomène d'apprentissage. Et puis, je vous dis, il faut, en fait, en dropshipping, le cœur du truc, ça va être le choix des fournisseurs. Donc ça, dans la mesure du possible, si vous pouvez les rencontrer, vous avez des grossistes en France, en région parisienne ou dans d'autres régions de France, hein. Mais il y a pas mal de concentration en Île-de-France pour ce type de trucs. Essayez de les rencontrer. Parce que c'est là encore, c'est important d'avoir, on peut dire ce que l'on veut, mais le lien humain c'est quand même important de le nouer quand on lance un business, parce que bon bah là encore, ça va vous permettre de vous rendre compte également en allant sur site de l'importance des stocks. Vous allez rencontrer les personnes, vous allez voir si ces gens sont a priori sérieux ou si c'est un peu léger, même si au final ça reste quand même du ressenti et qu'il y a toujours une marge d'erreur, hein, donc ça c'est clair, mais bon. C'est important de pouvoir quand même, avant de jouer le coup, de jouer le dropshipping avec un fournisseur, c'est important quand même de chercher à rentrer en contact avec lui et à pouvoir le rencontrer. Alors ça c'est pour une activité d'entreprise commerciale qui serait basée sur Internet. Maintenant, dans le cadre d'un commerce traditionnel, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, plus haut, c'est-à-dire un magasin avec un droit au bail, avec une location mensuelle, avec des charges fixes, électricité, tout ce qui va avec, quoi.
Les taxes aussi, hein, les frais de stationnement à payer aux mairies lorsque vous avez une enseigne qui est sur le trottoir, même une enseigne dans le haut de votre magasin, vous avez des frais à payer à la mairie. Ça fait partie des choses qui sont totalement horripilantes en France, mais bon, bah là, ça, on peut ne pas être d'accord avec, c'est une réalité. Donc, il faut quand même en tenir compte. Donc, moi, en tout cas, pour un commerce traditionnel, je vous recommande de ne pas vous lancer dans ce type de business avec un capital de moins de 5 000 euros. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est suicidaire, mais très franchement, ça va être chaud. Et quand je dis chaud, c'est vraiment très très chaud. Donc prenez pas de risques insensés avec ça. Vous lancez pas avec un capital de moins de 5 000 euros dans ce type de commerce. Aujourd'hui, les charges de structure sont très très importantes. Et croyez-moi, faut avoir du répondant ou être adossé à une grosse société, à une holding financière, ou alors avoir des capitaux propres très très importants pour pouvoir se lancer. Parce que la plupart des activités commerciales de cette nature, eh bien, nécessitent d'importants investissements. Alors parce que vous allez avoir des frais de locaux, de droit au bail, vous allez avoir des frais de notaire, vous allez avoir des cautions, une caution à payer, vous allez avoir des frais d'installation, il va falloir aménager le magasin parce que un magasin à qui on donne accès au public, eh bien vous avez des normes de sécurité, vous avez des normes liées aux incendies, il va falloir faire passer les pompiers, c'est pas gratuit. Vous allez aussi avoir des travaux, vous allez avoir des achats de mobilier, d'équipement. Bref, on va se retrouver avec un certain nombre de charges qu'on a déjà d'ailleurs largement évoquées. Et donc vous allez au final avoir il va falloir financer votre besoin en fonds de roulement. Et donc forcément, eh bien ça va peser sur la trésorerie. Donc moins de 5 000 euros, pour moi, c'est pas jouable. Alors c'est pas jouable, mais à tout problème, il y a une solution. On va quand même pas baisser les bras comme ça. Alors oui, il y a quand même des possibilités. Là, je vous ai listé un certain nombre d'activités que l'on peut lancer avec moins de 5 000 euros avec une entreprise commerciale. Bon, on a parlé précédemment de l'histoire de la boutique en ligne. J'ai fait référence au dropshipping, qui est une solution, donc je vais pas y revenir. Mais vous avez d'autres activités commerciales. Vous avez, par exemple, vous pouvez créer une activité d'aide à la personne. C'est des activités qui, la plupart du temps, sont peu coûteuses. Et elles mobilisent peu de capital et peu de trésorerie. Donc c'est une possibilité. Vous allez aussi avoir, pourquoi pas, la possibilité de devenir vendeur à domicile indépendant. Alors c'est un statut qui vous permet en fait de commercialiser des produits ou des services d'une entreprise en contrepartie d'un commissionnement, en contrepartie d'une commission. Alors là encore, vous avez très peu à mobiliser en termes de capital. Par contre, et là encore, je vais insister là-dessus, l'importance de la formation. C'est clair que si vous vous lancez vendeur à domicile indépendant alors que vous n'êtes pas forcément commercial dans l'âme et que vous êtes jamais formé, vous avez jamais fait de commerce, là encore, ça risque d'être un peu chaud. Mais tout est possible. Ça, la seule limite que vous avez, c'est la représentation des difficultés que vous vous faites. La seule limite que vous avez, c'est celle que vous vous fixez. À partir du moment où vous êtes motivé, à partir du moment où vous êtes passionné, vous pouvez faire exploser les scores parce que vous allez faire le choix de vous former tout simplement à ce type de métier. Donc, vous pouvez dépasser les obstacles. Vous allez pouvoir également, pourquoi pas, devenir agent commercial indépendant. Donc dans ce cas-là, eh bien vous devenez un professionnel de l'immobilier. Donc là encore, ça s'improvise pas forcément. Il y a des techniques de vente à maîtriser, il y a tout un tas d'infos à connaître. Mais c'est un métier qui s'apprend. Tout s'apprend. Là encore, c'est une question je dirais, de volonté et puis de méthode, d'organisation. Il faut calibrer tout ça. Il va falloir apprendre sur le terrain, vous rapprocher de bonnes personnes
de bonnes personnes, pardon. Et à partir de là, pourquoi pas vous lancer dans ce secteur-là. Il y a également tout ce qui est achat-vente de matériel d'occasion. Là encore, ça demande peu de capital puisque c'est les gens qui déposent les objets au sein d'un espace. Alors, vous allez me dire, vous aurez la location du local. C'est vrai, c'est une charge, faut pas le nier. C'est une charge de structure. Mais bon, voilà. Après, tout dépend de votre modèle économique. Vous n'avez pas besoin d'énormément de capital pour lancer ce type d'activité. Vous pouvez vous lancer par exemple sur une niche de marché qui est la vente de matériel d'occasion de sport ou la vente de matériel d'occasion de musculation. Pourquoi pas? Donc là encore, c'est des pistes de réflexion que je vous livre. Mais vous voyez bien que c'est quand même possible de pouvoir lancer une entreprise commerciale avec moins de 5 000 euros. C'est une affaire bah là encore, de positionnement, de niche de marché. Mais bon, sachez quand même que d'une manière générale, achat-vente de produits, c'est plié. Je pense qu'il faut oublier avec un capital de moins de 5 000 euros. Alors dans la même logique, est-ce qu'on peut créer une entreprise artisanale avec moins de 5 000 euros? Alors il y a une réalité, celle qui s'impose à nous, et en fait il existe de nombreuses possibilités pour créer une entreprise artisanale avec un capital de moins de 5 000 euros, activité non réglementée qui demande en fait là encore peu de capital parce que c'est souvent des activités faiblement capitalistiques. Donc vous allez avoir des activités de cours ou de formation. Les cours de musique demandent peu de capitaux, de dessin, d'informatique, de bricolage, de cuisine, d'ateliers de loisirs, je sais pas moi, de couture, de poterie, de peinture sur soie, enfin tout ce que l'on peut imaginer dans le domaine de l'artisanat. Vous avez également toutes les activités purement intellectuelles, par exemple la conception d'offres commerciales, comme la conception de séjours, la création de plaquettes ou de logos, la création de sites internet, de référencement, devenir référenceur. Bon, bah là c'est de la matière grise, donc bon, vous pouvez vous lancer dans ce type d'activité dite artisanale avec moins de 5 000 euros. Vous allez également avoir les activités liées à l'animation de réseaux communautaires, de réseaux sociaux, donc là encore c'est tout à fait possible. Les activités également de coaching, de conseils individualisés, les activités liées à l'animation, les animateurs de soirées, les DJ, tout ça. Bon, là encore c'est des quoique DJ il y a quand même un petit peu de matériel quand même. Enfin là c'est pareil, la plupart du temps les personnes qui démarrent avec ça c'est leur matériel perso, donc il a été acheté depuis pas mal de temps. Très souvent c'est des passionnés. Donc bon, quand ils démarrent, c'est très souvent, en plus ils ont très souvent démarré d'ailleurs la plupart du temps en black pour tester l'activité au départ. Et donc quand ils se lancent, bon, ils ont déjà plus ou moins leur clientèle. Et bon, les frais, là encore, les frais sont quand même assez limités. Alors voilà, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour sur la question. J'ai encore quelques conseils à vous donner avant que l'on se quitte. C'est les conseils en fait qui résument un peu tout ce qu'on vient de voir ensemble. Déjà, lorsque vous voulez lancer une activité avec moins de 5 000 euros, d'emblée orientez-vous vers les activités numériques sur Internet. Parce qu'elles mobilisent peu de capitaux, c'est de la matière grise, et vous allez pouvoir créer relativement facilement. Alors après ça dépend des personnes évidemment, si vous avez jamais créé de formation, jamais créé de produit numérique, bon bah ça va peut-être vous paraître un peu compliqué au départ. Croyez-moi, il n'y a rien de compliqué. Bon, vous allez simplement bosser un peu plus au départ pour vous former aux techniques de web marketing et puis pour savoir faire des vidéos, savoir voilà, créer une formation, etc. Mais enfin, tout le monde peut le faire à partir du moment où vous avez confiance en vous, vous arrêtez d'avoir peur parce que vous connaissez pas. Si vous avez vraiment envie de changer de métier, de changer de vie, de toute façon il va falloir vous bouger, il va falloir sortir de votre zone de confort et eh bien tout ça passe par des étapes. Si vous êtes
si vous avez la motivation, si vous avez la volonté de lancer ça, et que vous vous tenez au courant de toutes les bonnes stratégies marketing. Alors c'est quoi une bonne stratégie marketing? Eh bien c'est les stratégies qui marchent aujourd'hui, pas celles qui marchaient il y a 2 ans ou 3 ans, quoi. Alors de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler ensemble, puisque j'ai prévu pas mal de tutos à la fois sur les stratégies web marketing, sur les hacks. Enfin, il y a énormément de trucs, également sur le référencement, la création de contenu. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont prévus pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et il y aura également des tutos beaucoup de tutos sur l'entrepreneuriat, sur la gestion, les bonnes méthodes de gestion, etc. Tout ce qui va avec. Parce que bon, j'estime que il faut pas faire de cloisonnement. Enfin, moi, je suis très opposé au cloisonnement, aux séparations entre les métiers, d'un côté les marketeurs, de l'autre, je sais pas, les gestionnaires, et encore de l'autre, un autre truc. Tout ça, c'est au risque de vous paraître un peu trivial, c'était quand même de la connerie en tube. Je pense qu'il faut au contraire intégrer les compétences et faire en sorte que tout ce petit monde arrive à travailler ensemble. Alors c'est peut-être illusoire, c'est peut-être utopique, mais on change le monde et on change le cours des choses avec les utopies, avec ce type de comment dire de raisonnement. Il faut pas rester sur des positions, au contraire, il faut faire bouger les lignes et transgresser quand on le peut les règles. Et moi, je pense qu'il faut éviter de fermer les portes. Donc moi, je considère que la gestion d'entreprise, ça peut pas se limiter simplement au web marketing ou au marketing à la vente. C'est un ensemble. J'ai vu dans ma carrière précédente dans la comptabilité et gestion des entreprises, j'ai vu trop de gens qui étaient très compétents dans leur domaine professionnel sur le plan technique. J'ai vraiment vu des gens qui étaient vraiment, enfin qui touchaient bien leur truc, quoi, qui maîtrisaient bien, mais qui étaient de piètres gestionnaires et qui en plus avaient parfois des problèmes de gestion des équipes. Là encore, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais à mon sens, la gestion la plus difficile qui soit en entreprise, c'est pas la gestion comptable et financière, c'est pas la gestion commerciale, c'est la gestion de l'humain, c'est la gestion des ressources, ce qu'on appelle pompeusement les ressources humaines, la gestion des équipes, la gestion des hommes. Quand je dis des hommes, c'est avec un grand H, bien évidemment. C'est à mon sens ce qui est le plus difficile. Et donc ça, c'est pareil. Il y a des techniques à maîtriser, il y a des stratégies à mettre en place, mais il y a aussi beaucoup d'humilité à développer par rapport à ça, parce que malgré toutes les stratégies et les techniques qu'on peut avoir, bon, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être évident. Et donc une entreprise, c'est aussi ça. Alors c'est sûr que si vous démarrez votre activité, vous allez être au départ être assez éloigné de tous ces problèmes-là, mais vous savez, une entreprise, quand on la lance, elle peut avoir une croissance très très forte très rapidement. Et si vous voulez par la suite vous développer, il va falloir intégrer toutes ces choses-là, parce que sinon on vous retrouvez dans le cas d'école d'une entreprise qui a une croissance rapide, vertigineuse, mais derrière, en termes d'organisation, ça suit pas. En termes de capacité à pouvoir structurer sa gestion, eh bien, ça suit pas. Parce que, bah voilà, on a été pris par ce que l'on pensait être l'essentiel, à savoir le développement du produit, la recherche, le développement, la partie marketing, la partie vente, et puis on a mis de côté tout le reste. Sauf qu'une entreprise, c'est un tout. Donc on peut pas, on risque de se faire très vite dépasser, et avec derrière de grosses difficultés structurelles, et difficultés parfois aussi financières qui peuvent très vite arriver, des problèmes également de personnel avec des gens qui partent parce que ben voilà, on n'a pas su gérer correctement les équipes et déceler les bons éléments et savoir les retenir. C'est pas toujours quelque chose de facile, mais là encore, ça fait partie des choses qu'il faut savoir maîtriser. Alors bon, on n'en est pas là parce que ça suppose déjà que votre entreprise se soit bien développée. Mais sachez qu'on abordera tout ça sur la chaîne à fur et à mesure, parce que moi l'entrepreneuriat c'est vraiment un truc qui me passionne, et je me lance à fond là-dessus parce que c'est en partie une très grosse partie même de ma vie.
Alors donnez toujours donc la priorité au projet et au concept qui demandent le moins d'investissement financier, parce que ça vous permet tout simplement de maîtriser les risques et d'avoir aussi un retour sur investissement le plus rapide. Donc cherchez toujours à donner la priorité je dirais aux activités qui offrent un retour sur investissement le plus rapide possible. Préférez les projets également qui vous permettent de vous repositionner dans les meilleures conditions quand ça se passe pas comme prévu, parce que parfois, j'allais dire même presque souvent, ça se passe pas comme prévu. Et donc il faut éviter d'avoir le moins de casse possible. Donc optez toujours vers des projets qui vous permettent un repositionnement dans de bonnes conditions, en évitant le plus possible d'y laisser des plumes, c'est-à-dire de perdre vraiment beaucoup d'argent, parce que ça vous donne la possibilité eh bien tout simplement de vous repositionner plus facilement lorsque vous avez des projets qui sont moins coûteux en investissement et qui eh bien sont moins contraignants quant à pouvoir arrêter une activité qui ne marche pas ou qui ne marche plus aussi, tout simplement. Parallèlement, avant de vous lancer, faites aussi une projection des charges sociales que vous aurez à payer. Et oui, c'est satané charges sociales, parce que même faibles au départ, parce que forfaitaires, elles resteront quand même à régler, et les charges sociales faibles et forfaitaires de démarrage, c'est pas la vraie situation au niveau de votre modèle économique. Ce qui est valable pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en termes de charges sociales, parce que c'est forfaitaire, eh bien ce sera moins coûteux, mais ce sera pas la même chose après les 3 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut d'emblée dans votre évaluation, il faut mieux d'emblée prévoir, je dirais les charges sociales, enfin prévoir cette évolution en termes de charges sociales, pour éviter de vous retrouver en situation de surprise au bout des 3 ans. Vous avez une augmentation quand même qui est assez substantielle, et là vous vous dites ah bah mince, j'avais pas prévu ça. Ah ouais, quand même. Bon, donc il faut, ça fait partie là encore, ça fait partie du b.a.-ba, et vous savez, le RSI, c'est pas franchement des marrants. Enfin, moi, j'ai rien contre eux, mais c'est pas des joyeux lurons quand même. Quand ils vous demandent, ils vous envoient un avis d'appel à cotisation avec une date d'échéance. Si vous la respectez pas, eh bien, vous allez avoir des pénalités. Donc il faut derrière avoir la trésorerie pour être capable de payer tout simplement vos charges sociales. Ah ben oui, quand on crée une entreprise, on gagne de l'argent, mais on a aussi des charges sociales à payer, de la même manière que vous aurez aussi des impôts à payer, et qu'il y a aussi des taxes un peu partout. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut anticiper, quoi. En tout cas, faut le prévoir dans les budgets de démarrage. Pensez aussi à la formation. Donc j'en ai déjà parlé dans le cadre de cette présentation, mais franchement la formation, c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire. Vous ne perdrez jamais d'argent sur de la formation. Il faut vous former, vous former, vous former. C'est hyper important, parce que si par exemple vous choisissez une activité sur le web, tout va très vite. Je dirais l'obsolescence des stratégies sur le web, eh bien le taux d'obsolescence est assez important, parce que ce qui marchait il y a 2 ans, ça marche plus aujourd'hui, et donc il faut avoir constamment quand on est entrepreneur, vous savez, il faut avoir des antennes un peu partout. Il faut se tenir au courant de toutes les nouveautés. Il faut décortiquer ce que font les concurrents, en bien, en mal. Et puis surtout passer du temps sur les sites américains. Enfin, quand je dis américains, c'est anglo-saxon d'une manière générale. Passer du temps, parce que qu'on le veuille ou non, tout vient de là-bas. Le marketing, c'est eux qui l'ont inventé. On peut dire ce que l'on veut, même si on est chauvin, on est obligé de reconnaître quand même que en matière de web marketing, les anglo-saxons, c'est quand même des pointures.
Donc, il y a bien sûr aucune raison qu'on soit plus mauvais qu'eux, mais pour l'instant, c'est quand même, ils ont quand même plusieurs années d'avance sur nous. Donc, autant passer du temps à observer, à étudier, à analyser, à décortiquer le marché anglo-saxon et notamment américain, parce que, eh bien, c'est ce qui va arriver chez nous dans les prochaines années, et puis ça permet aussi eh bien, de déceler et pourquoi pas d'essayer de reproduire en l'adaptant les bonnes stratégies web marketing de très bons marketeurs américains. Enfin, il y a beaucoup, faut faire attention à ça, hein, il y a beaucoup d'activités libérales qui connaissent un démarrage lent. Hein, quand on est entrepreneur, de nature, on a tendance à être un peu impatient. J'en sais quelque chose, mais voilà, faut donner du temps au temps, et ça démarre parfois assez lentement. Donc il faut, bon bah voilà, il faut à la fois se faire confiance, mais il faut aussi, faut être patient, il faut persévérer, voilà, faut pas se laisser abattre. Et il faut surtout garder votre motivation. Le mental dans l'entrepreneuriat, c'est pour moi 60%, 60% facile hein, du job, franchement. Parce que vous aurez des moments hauts, vous aurez des moments plus bas, vous avez des obstacles. Alors ça, je vous rassure, vous allez en avoir. Et les premiers obstacles, c'est pas forcément les obstacles administratifs, hein, c'est l'environnement. On va vous expliquer par A plus B que vous faites une connerie en montant une entreprise et que vous seriez bien mieux à opter pour un travail avec une sécurité de l'emploi. Enfin bon, je vous passe le topo. Je pense que vous avez déjà eu ce type de commentaires. Comme si aujourd'hui on pouvait avoir une garantie sur l'emploi. Enfin bon, bref. Fixez des objectifs clairs. Faites-en un focus, faites-en une obsession. Il faut absolument également être méthodique, organisé. N'hésitez pas, même si ça vous paraît un peu scolaire, n'hésitez pas, je dirais, de taper dans un traitement de texte vos objectifs, avec également les différents points à atteindre. N'hésitez pas non plus à travailler avec un cahier à spirale. Là encore, ça peut paraître très scolaire. Mais croyez-moi, on a besoin de ça, on a besoin de je dirais, de visualiser aussi les objectifs que l'on s'est assignés. Et il faut cultiver votre mental. Ne lâchez rien, ne lâchez vraiment rien du tout. Les obstacles vont vous faire grandir. Il n'y a pas de croissance sans adversité. Et croyez-moi, les obstacles, c'est la meilleure manière de devenir bien plus grand que ce que vous ne pensiez. Et moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, les seules limites que nous avons, les seules limites que vous avez, sont celles que vous vous imposez. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on a vraiment fait le point sur le sujet. Je m'aperçois d'ailleurs que c'est une vidéo encore assez longue. Il va peut-être quand même falloir que je m'habitue à faire des vidéos un peu plus courtes, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Alors écoutez, eh bien, j'ai qu'une seule chose à vous dire pour finir. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura de nouvelles vidéos. Moi, j'ai prévu une vidéo par jour. Hein. Donc c'est un vrai challenge. On va le tenir. En tout cas, on va tout faire pour. Vous avez donc la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez également la page Facebook. Tiens, je m'aperçois que j'ai pas mis l'adresse. Mais de toute façon, vous allez avoir toutes les adresses dans la description de la vidéo. Et vous avez également le site internet itradopportunity.com qui est donc mon site internet, qui est mon blog, qui est consacré à l'entrepreneuriat, qui est consacré au web marketing. Il y a un certain nombre d'articles dessus. Et bien évidemment le blog est tenu, donc n'hésitez pas non plus à y passer un petit peu de temps. Vous découvrirez pas mal d'articles qui, je pense, sera intéressant pour vous. Mais surtout, le plus important pour le moment, c'est que vous soyez le mieux préparé possible pour pouvoir lancer votre activité. Donc abonnez-vous à la chaîne.
Je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos, c'est pour ça, c'est pour aider des gens comme vous. Moi j'ai envie de vous voir réussir, j'ai pas envie de vous voir arrêter au bout de quelques mois, complètement déçu par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est une belle aventure, par contre il est clair que il faut se préparer. Il faut se préparer intellectuellement, hein, à travers les formations. Il faut se préparer aussi mentalement, surtout mentalement, surtout et encore, parce que c'est très 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 important, le mental. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, bon, si cette vidéo vous a intéressé, vous me mettez, s'il vous plaît, un énorme like, abonnez-vous à la chaîne, parce que pour moi, les abonnements, ça veut dire que ça répond à une demande et que ce que je fais vous intéresse. Donc ça me motive à en faire encore davantage. On peut se retrouver sur la page Facebook. Pourquoi pas, si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein, c'est fait pour ça. Je réponds à tous les messages qui me sont adressés. Et si vous aimez pas Facebook et que vous n'aimez que YouTube, eh bien vous mettez des commentaires au sein de la vidéo et je réponds aux commentaires qui me sont faits. Alors ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire apparaître, parce que les commentaires passent le filtre de la modération, parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir des trolls sur la chaîne. Alors je suis pas un adepte de la censure, hein. Évidemment, vous êtes parfaitement libre de pas être d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, on peut en discuter. Les réseaux sociaux, tout ça, tous ces outils, ça sert à ça, à pouvoir dialoguer. Mais dialoguer, ça veut pas dire, vous voyez, insulter les gens, ou bref, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc moi j'aime pas beaucoup les trolls, donc c'est pour cette raison que je modère les commentaires, bref. Si vous voulez des informations complémentaires, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, le bonus, j'allais oublier le bonus. Je vous ai prévu un bonus à télécharger, vous trouverez le lien en haut à droite de cette vidéo. C'est une liste de 65 idées pour entreprendre, 65 idées pour créer votre entreprise que j'ai sélectionnées. Donc c'est en libre accès, spécialement pour vous. En haut à droite de la vidéo, vous avez le lien et il suffit de cliquer dessus et vous avez accès donc aux 65 idées pour entreprendre, pour monter votre business en ligne ou non. Sur ce, merci à tous et je vous dis à une prochaine fois, c'est-à-dire à demain. Salut!